Bonsoir mes amis. Ma recherche sur le son, si longue, n'avait pas pour but d'obtenir une esthétique particulière, mais de chasser les éléments perturbateurs procurant un désagrément au bout d'une écoute prolongée, quand on se rapproche d'un réalisme sonore. Comme je le rappelle, les systèmes hi-fi qu'on trouve dans le commerce avec plusieurs haut-parleurs par enceinte, s'ils produisent un son plus ou moins agréable, ne donnent pas l'illusion du vrai. Les raisons sont multiples. Les différents haut-parleurs ne peuvent pas avoir exactement le même rendement ni la même couleur sonore. Les vibrations du boomer grave perturbent les aigus des tweeters. Les filtres mangent des détails et les courbes des coupures se chevauchant obligatoirement provoquent des flous dans les zones limites entre les zones d'action de ces haut-parleurs. Tous ces paramètres font que le son n'est pas assez précis et cohérent, ce qui provoque à la longue une sensation de frustration. Seul un haut-parleur unique sans filtrage, large bande, par enceinte peut créer cette impression de vrai, de live. Mais en raison de sa très grande précision et cohérence parfaite, quand quelque chose ne va pas, cela donne une dureté d'écoute désagréable qui peut être plus ou moins longue à déceler. Quand le cerveau l'a identifié, la sensation s'amplifie progressivement jusqu'à rendre l'écoute très gênante si on a l'oreille sensible. On dira « c'est trop fort », indice certain d'un son perturbé, car en concert acoustique, le son peut être très puissant, en particulier avec un orchestre symphonique, sans qu'on en soit gêné. Or, quand je décèle une zone perturbatrice et que j'y remédie, je m'aperçois qu'elle masquait une autre, comme une multitude de voiles, et ainsi de suite. En plus, le remède efficace à un certain niveau de reproduction sonore s'avère souvent insuffisant à reprendre même quand on a traité la partie nouvellement découverte. Faire, défaire, refaire. Les enceintes m'ont fait beaucoup souffrir physiquement. J'ai fait de nombreux allers et retours jusque chez Fumi, ma compagne japonaise. Au bout de ma rue, 3 étages à gravir sans ascenseur, avec les socles ou les têtes des baby-yo à portée. Il me permettait de faire des essais plus simples et de les tester dans une salle de séjour non traitée acoustiquement. Mon dos en a pris un coup de porter ces objets pas si légers que ça. Puis, j'appliquais ce que j'avais trouvé sur les gros modèles, Mr. E et Lady O. J'ai dû recommencer des dizaines et des dizaines de fois avant d'aboutir. Finalement, j'ai réussi à mettre au point Mr. E et Lady O en ne mettant à l'intérieur aucune matière absorbante, comme on en trouve dans la plupart des enceintes du commerce. Mais il a fallu que je trouve une structure très complexe, supprimant les ondes stationnaires parasites et produisant un niveau de grave réaliste. En plus, tout, y compris les câbles de connexions argentés, réalisés manuellement et soudés directement sur le haut-parleur, est recouvert d'une sorte de vernis que j'ai découvert en dehors du monde de l'acoustique et qui recouvre toute la salle. Selon les endroits, j'ai dû appliquer ce vernis brillant ou mat, ce qui agit sur les harmoniques paires ou impaires pour les équilibrer. Et bien sûr, il m'a fallu de nombreuses écoutes très concentrées dans le noir, suivies d'expérimentations plus ou moins fructueuses, avant d'aboutir à ce son si extraordinaire. Je l'ai appelé Yo Energy, d'où Mr. E et Lady O. Et c'est à cause des sensations paradisiaques de bonheur suprême qu'elle procure qu'elle est si extraordinaire. C'est l'énergie si subtile des harmoniques. Ce n'est pas en analysant le livre de l'Apocalypse que j'ai réussi cet exploit, mais au prix de nombreuses réflexions, observations et expérimentations douloureuses. La comparaison
avec les CD du commerce, même ceux bien enregistrés, en particulier dans la grande musique, a été ma base de travail, mais insuffisante au niveau des subtilités d'un son naturel. Ces enregistrements sont généralement compressés et utilisent des câbles pour les micros qui ne me satisfont pas. Depuis longtemps, je souhaitais enregistrer sans compression de bons musiciens dans ma salle. Je souhaitais vérifier ainsi mes théories sur la reproduction du son pour le plus grand réalisme possible, la très haute fidélité. Enregistrer et reproduire dans le même lieu, ce qui ne se fait jamais, avec un système où la cohérence a été poussée à son extrême, où tout était conçu dans cette perspective. Mes essais depuis des années m'avaient montré que quand la musique est reproduite avec un tel réalisme, elle provoque des effets physiologiques d'une grande jouissance très supérieure à l'écoute dans un concert non amplifié. Ce qui m'a été largement prouvé avec les séances de connexion dans l'extasium que j'expérimente chaque soir. Un son paradisiaque. Ce qui signifie qu'en l'écoutant, je me trouve transporté dans une dimension de jouissance et de bonheur absolu qu'on peut appeler le paradis. Un soir, je suis allé écouter un concert donné dans la chapelle du lycée Henri IV à Paris par le quintet vocal Camera Sei. Les chanteurs avaient un très beau répertoire du XVIe siècle. Quelques jours après, j'ai pu les enregistrer chez moi, ce qui m'a fait découvrir et supprimer d'autres défauts acoustiques de la salle en écoutant leurs CD réalisés dans le même lieu. Quand ils sont venus découvrir leur chant ainsi reproduit, ils ont été très impressionnés du réalisme. Mais j'ai perçu encore quelques duretés très subtiles. Peu de temps après, j'ai pu enregistrer un quatuor à cordes, L et G, qui venait de donner un concert au Centre national des arts et métiers, grande école d'ingénieurs. Les violons ont mis en évidence ce qu'il a fallu modifier dans les enceintes, particulièrement dans le gainage des haut-parleurs. Quand Fabrice, l'un des musiciens, est venu entendre ce que ça donnait dans la salle, je lui ai demandé d'apporter son violon et de jouer la même partition que celle qu'on écoutait venant des enceintes. Il s'est positionné près du haut-parleur où on l'entendait, et je suis venu au plus près pour distinguer les éventuelles subtiles différences. Il n'y en avait pas, aucune différence, au point que je le regardais par moments pour vérifier qu'il jouait bien. Lui-même l'a constaté. Simultanément, j'avais la réponse à la grande question qui divise les audiophiles, ampli à lampe ou ampli à transistor. Comme j'utilise un ampli à transistor que je crois depuis longtemps être plus réaliste, j'avais enfin la réponse à cette interrogation et j'étais confirmé dans mon choix. Je reconnais cependant que les amplis à lampe sont très agréables dans une installation chez un particulier, car leur fluidité lisse les aspérités du son, et que pour obtenir un son qui restitue la vérité sonore avec un ampli à transistor, c'est beaucoup plus difficile. Plus on se rapproche de la réalité sonore, plus les défauts, non seulement de la chaîne hi-fi, mais aussi de l'acoustique de la pièce, sont apparents et gênants, donnant une dureté à la musique. Il m'a fallu réaliser une salle complète pour y arriver.